Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Let's Talk. Je reçois aujourd'hui Ibrahima Théolam. Il est directeur du cabinet de conseil LBC. Il est cofondateur de l'École supérieure de développement et du leadership ainsi que de l'innovation Kiné, qui est implantée au Burkina Faso, au Togo, au Bénin ainsi qu'en Côte d'Ivoire. Il est enseignant dans le supérieur, il est consultant en développement et il est également auteur de plusieurs livres. Je ne vais pas tous les citer, mais il y en a quelques-uns que je vous énumérerai tout de même. Entreprendre en Afrique, les clés de la réussite, Lettre à la jeunesse africaine, l'entrepreneuriat féminin en Afrique, une mine d'or inexploitée, ainsi que comment entreprendre en Afrique, balise des porteurs de projets de création d'entreprises, et enfin, le Sénégal, le Sénégal émergent, prospective territoriale, opportunités d'auto-emploi pour les femmes et les jeunes. Tous ces livres sont parus presque chez le même éditeur, l'Harmattan. Tout à fait. Mais il y a l'Harmattan Paris, il y a l'Harmattan Sénégal. J'ai fait une jonction des deux harmatans, donc finalement, le contrat est un contrat unique. Les deux structures se partagent les rentes. Très bien. Je vous pose toutes ces questions. Je fais cette allusion pour dire que vous travaillez naturellement sur l'espace francophone. Votre cabinet conseil ainsi que votre école sont basés sur le continent africain. Est-ce que de façon générale aujourd'hui, on peut estimer que dans l'espace francophone, la question, parce que le thème de notre discussion aujourd'hui, c'est l'emploi des femmes et des jeunes en Afrique, et en Afrique francophone en l'occurrence. Est-ce que le contexte aujourd'hui dans lequel nous nous trouvons permet aux jeunes ainsi qu'aux femmes d'être au même niveau que les hommes en termes d'emploi et de formation? Alors, ce que je peux dire par rapport à notre contexte, nous avons élaboré un certain nombre de stratégies d'intervention pour dire à nos jeunes et à nos femmes, voici le modèle sur lequel nous comptons travailler avec vous pour que les conditions de l'emploi soient au rendez-vous. En tant que spécialiste sur ces questions, en lisant ces documents que nos États nous présentent aujourd'hui, je peux espérer des lendemains meilleurs si et seulement si que les actions correctives soient implémentées dans nos façons de procéder, c'est-à-dire dans l'approche et la mise en œuvre. Mais ce que je constate aujourd'hui, les documents sont là, la réalité du terrain est là. Donc il y a un fossé entre la théorie qui est décidée, qui est écrite, et l'application de ce qu'on voit au quotidien. Et qu'est-ce qui empêche que l'on passe de la théorie à la pratique avec les mêmes espérances et les mêmes résultats que quand on est dans le laboratoire? Mais c'est qu'en fait, on n'a pas conçu nos modèles à travers des laboratoires. Un laboratoire, c'est qu'en fait, tu fais une science expérimentale, tu élabores une stratégie en fonction des exigences du terrain. Sauf que nos stratégies ont été écrites dans des bureaux, à travers des rencontres, mais les personnes qui sont dans la stratégie, dans le management, dans les leaders de façon générale, c'est eux qui conçoivent. Donc, ce qui veut dire les approches, les orientations, les préoccupations des populations à la base, on ne les retrouve pas de façon générale dans nos documents. Et quand vous me dites est-ce que les hommes et les femmes ont les mêmes chances, je dis tout de suite non. Parce que tout dépend de la maquette, comment on l'a conçue et comment on diffuse cette maquette pour attirer les cibles. Et moi, aujourd'hui, je peux vous assurer qu'on est loin de ce que nous espérons. Et est-ce qu'on peut dire que ce que vous décrivez, la situation que vous décrivez, est-ce qu'elle est propre aux pays d'Afrique francophone ou c'est une situation qui est généralisée sur l'ensemble du continent? Alors, pour ceux qui me connaissent, je ne m'exprime jamais sur un sujet que je ne connais pas de façon pratique. Cependant, aujourd'hui, vous allez me permettre d'aborder cette question théoriquement. Ayant fréquenté certains pays anglophones avec de courts séjours, j'ai pu comprendre que l'approche est différente que dans les pays francophones. Mais moi, je peux dire que dans les pays francophones, ce qu'il faut retenir, c'est les projets sur lesquels nous travaillons pour apporter de vrais contenus qui doivent transformer nos populations. Ces contenus-là ne sont pas adaptés aux réalités et aux exigences du terrain. Nos territoires veulent ça, les personnes veulent ça, l'économie veut ça, et nous, on est sur autre chose. Je donne juste un exemple. Il y a plusieurs pays qui ont des ministères de l'économie et des finances. Il y a d'autres pays qui ont opté pour économie, plan, finance. Il y a d'autres pays qui ont ministère de l'économie et du plan, Et de la prospective même. et de la prospective, Oui. et ensuite ministère des finances. Mais quand vous lisez le schéma directeur de l'orientation économique,
comment l'État compte booster son économie, mais vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que 5% des cibles qui sont touchées, parce que l'État parle de l'économie formelle. Or, l'essentiel de notre économie est informel, donc la stratégie ne touche pas les individus qui sont dans la même population, qui sont dans le même territoire. Ce qui signifie qu'on a beau élaborer des documents, mais c'est pour une toute petite partie de la communauté. L'autre partie qui est dans l'informel, l'autre partie qui n'est pas identifiée, l'autre partie qui n'est pas réglementaire, les politiques publiques ne les touchent pas de façon générale. Et ces individus apportent de vraies contributions, des contributions significatives dans la bonne marche de nos États. Mais est-ce que cela empêche ces catégories sociales d'apporter toutes leurs contributions? Parce que dans la période du Covid, on a vu à quel point c'était difficile. Tous les autres pays au nord, ceux qui ont un système d'assistance ou de protection sociale, ont réussi à aider les plus fragiles dans leur société. Mais dans nos cas, il a été très difficile pour les États d'aider ceux qui sont dans l'informel. Et donc, du coup, ça fait que ces catégories, même si leur apport peut être considérables dans les réussites économiques, elles sont très peu prises en compte quand il s'agit d'avoir des matelas de secours en cas de chute. Vous savez, mon travail de fondateur d'incubateur m'a permis de comprendre qu'en Afrique, le secteur informel apporte plus que le secteur formel. Les petites entreprises apportent plus que les grandes entreprises. Les petits commencements ont plus d'impact que les grands projets. Ça, c'est ma conviction sur plusieurs pays d'Afrique. Même avec des budgets plus réduits? Plus réduits, oui. En fait, ils arrivent... C'est l'effet de masse ou oui, l'effet de masse, il n'a pas été calculé dans certains pays. L'effet de masse, on n'y tient pas compte en mettant en place les politiques publiques. L'effet de masse n'est jamais présenté comme une source documentaire qui permet d'élaborer une politique stratégique. L'effet de masse, on peut juste s'en inspirer, nous, en tant que spécialistes, et on est privé, on n'a pas le droit de dire voici les informations dont nous disposons, parce que tout simplement, nous ne sommes pas légitimes, nous ne sommes que des privés. Maintenant, l'État, aujourd'hui, ne mise pas sur cet effet de masse. L'État en parle sur le plan théorique. L'État en parle parce qu'il est conscient de cela. Mais il n'y a pas d'action réelle qui permet de dire aujourd'hui, voici ce que le secteur informel apporte. Et Dieu seul sait qu'en Afrique, si on retire le secteur informel du circuit économique, l'Afrique plombe. L'essentiel de nos activités sont informelles. Maintenant, la stratégie est formelle. Donc, on ne touche pas les vrais individus, les vrais acteurs de la société. Alors, je vous donne deux exemples. Regardez toutes les personnes qui créent des innovations en Afrique. De façon générale, ce sont des acteurs qui n'ont pas été à l'école ou qui ont fait des parcours qui sont totalement différents de ce qu'elles créent actuellement. Un autre exemple, vous allez voir les services à haute valeur ajoutée ou les services dans les marchés, les services dans d'autres domaines. Vous allez vous rendre compte que les personnes qui y sont n'ont pas créé des entreprises formelles pour vendre ces types de services. Un manque à gagner énorme du point de vue de la personne qui porte l'entreprise ou qui devait porter l'entreprise, du point de vue aussi étatique, parce qu'on n'a pas d'impôt à retirer de cette expérience, on n'a pas une protection sociale à assurer du point de vue également de la personne qui porte l'action. Mais à travers ces deux exemples, on peut imaginer l'essentiel de ce que nous avons aujourd'hui, les bases fondamentales de notre survie, à part les étrangers qui nous vendent, ce sont les gars du secteur informel qui détiennent cela. Je voulais repartir sur le livre que vous avez publié, L'entrepreneuriat féminin en Afrique, une mine d'or inexploitée, sans faire de publicité. Hein. C'est avec l'une de nos collaboratrices ici que vous avez coécrit ce livre. Alors, non, ce n'est pas coécrit. Charlotte y a contribué. J'ai interviewé 28 femmes en Afrique pour leur donner l'opportunité de donner leur point de vue. Mais ce livre m'a permis d'avoir un autre regard chez les femmes. De façon générale, j'avais cette attitude à vouloir dire que les femmes sont les meilleures, sont les meilleures, sont les meilleures. Mais en écrivant ce livre, j'ai fait 17 pays, j'ai interviewé 28 femmes, j'ai échangé avec plusieurs acteurs. J'ai pu comprendre ceci. Les solutions institutionnelles que nous proposons aux femmes ne vont jamais permettre à ce que ces femmes se relèvent. Les solutions institutionnelles qui sont présentes actuellement, qui sont orientées vers genre, vers parité, vers tout ce que vous voulez, ne sont pas les préoccupations des femmes. Quelles sont les limites des solutions proposées? Mais parce que ça ne touche pas les femmes. Et je peux vous dire ce dont les femmes ont besoin aujourd'hui, avant même d'aller sur la création d'entreprise. Elles ont besoin d'être reconnues.
elles ont besoin qu'on leur donne leur place, qu'elles méritent dans la société. Exemple, une femme qui est mariée à un homme, d'abord, moi, je préfère qu'on parle de solutions individuelles, des solutions de proximité, des solutions pratiques. L'homme doit respecter sa femme. L'homme doit au moins être une personne attentionnée, doit donner de l'amour, de l'affection, montrer à son épouse que grâce à toi, aujourd'hui, nous sommes là. De façon individuelle également, pour les solutions, dans le livre, je l'ai préconisé, c'est qu'il faut que la belle famille apporte ce soutien constat au niveau des femmes. Il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que les enfants aussi reconnaissent leur maman comme des personnes incontournables. Il faut aussi, nous, la société, qu'on enseigne à nos enfants que les mères constituent les piliers fondamentaux de nos survies. Maintenant, en voulant conclure par rapport à cette question de femmes, par rapport à leur contribution et surtout par rapport à la mine d'or, c'est que quand une femme crée un service ou fabrique un produit, on se rend compte que de façon générale, elle a effectué cette activité parce que tout simplement, il y a un besoin qui est né dans sa communauté, ou bien elle veut juste s'occuper, ou bien elle veut juste une cagnotte supplémentaire pour assurer les dépenses quotidiennes. Donc, ce n'est pas de l'entrepreneuriat formel comme les jeunes font de façon générale, comme les hommes, comme les individus qui ont été à l'école. Donc, tout de suite, le modèle qui est présenté chez les femmes est un modèle très banal, est un modèle qui n'est pas sophistiqué. Ce qui dit que quand la femme travaille, derrière son travail, on peut lister un certain nombre d'imperfections sur lesquelles nous, on peut s'engager pour entreprendre. Dans un premier temps, pour améliorer leurs acquis et dans un deuxième temps, pour gagner de la valeur. Parce qu'en investissant notre argent, notre énergie, notre temps de travail sur un produit à demi achevé, ça nous permet de l'améliorer et ça nous permet d'avoir un produit abouti. Une femme qui fabrique un savon qui n'a pas la qualité qu'il faut, l'hygiène qu'il faut, créer une structure d'accompagnement qualité-hygiène, ça permet de répondre à un besoin très précis et ça permet à la femme d'améliorer son processus de travail. Cela dit, M. Lam, vous êtes dans un pays qui a produit les Nana Benz. Oui. Elles n'ont eu besoin d'aucun soutien pour arriver à ce qu'elles ont produit comme résultat à la tête de l'État, au point de pouvoir mettre à la disposition de l'État des voitures pour accueillir les personnalités au moment où ils n'étaient pas capables d'en produire. Vous savez ce qui prouve que les femmes ont cette capacité d'imaginer, ont cette possibilité d'inventer, ont cette possibilité de répondre tout de suite à des besoins constants sur lesquels on doit avoir des résultats et des impacts positifs. C'est là où nos autorités doivent orienter leur modèle de travail. Voici un exemple précis. Comment modéliser cet exemple? Oui, des Nana Benz. Oui. Comment perfectionner ce modèle? Comment vendre ce modèle dans les autres pays d'Afrique? Vendre veut dire faire la promotion. Comment tirer des enseignements positifs pour dire voici l'exemple qui a réussi. Si on veut que l'Afrique marche, on peut les implémenter dans les différents pays. Et comment faire? Comme il y a eu des failles dans l'implémentation de ces différents projets, on y tire des enseignements, on avance. Mais cela dit, elles ont réussi. Elles ont réussi sans aide. Oui, elles ont réussi sans aide. Donc, ce qui veut dire que l'État pouvait apporter son soutien pour que la réussite puisse être à un autre niveau et que la population y bénéficie davantage. Mais comment on fait cela? Parce que, encore une fois, la préoccupation ici, c'est que tout le monde reconnaît le rôle des femmes, surtout dans nos sociétés où, après la dévaluation du franc CFA, après les réductions de salaire et la vie chère, que tout cela a engendré, ce sont les femmes qui ont pris le relais. Ce sont elles qui sont devenues les piliers du foyer. Et là, elles n'avaient pas besoin d'aide. Ce sont elles qui apportaient l'aide, qui permettaient à leur mari d'avoir quelque chose à manger, aux enfants aussi, de s'habiller, de sortir, enfin d'avoir leur dignité préservée. Elles n'ont pas forcément besoin d'aide. Mais comment on fait pour amplifier le mouvement une fois qu'il a été lancé? Merci pour la question. Déjà, je vais commencer par ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de nous enfermer en tant qu'hommes et d'imaginer ce dont les femmes ont besoin pour avancer. Il faut éliminer l'orientation que nous prenons si nous voulons former les femmes. Il faut arrêter de prendre la parole, de parler des femmes, or on n'a pas pris le temps d'étudier leur situation. On pourrait même simplement leur donner la parole plutôt que de parler à leur Oui, place. c'est ça l'autre version. L'autre version, c'est ce qu'il faut faire. L'autre point qu'il faut éviter, c'est de se baser sur des éléments théoriques pour concevoir une politique inadaptée aux besoins des femmes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Premier élément, étudier l'environnement des femmes et étudier les femmes. L'environnement des femmes, les femmes. En étudiant ces deux éléments, on peut se rendre compte des capacités des femmes
leur potentialité, leur productivité, leur créativité. Et cela nous permet de mesurer avec certitude, à la limite, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Et dans l'approche, il est important de leur donner la parole. Parce que si on juge une personne, c'est à travers ses faits. La femme a cette capacité, en Afrique, de porter son bébé ici, au dos, d'allaiter l'autre bébé, de prendre en charge les travaux domestiques, d'assurer le confort de toute la famille, d'assurer un bien-être de la communauté et de promouvoir la paix, de faire des actions concrètes, de créer des biens et de les vendre dans la communauté, de mettre en place des stratégies financières telles que la tontine, de mettre en place divers programmes informels, mais qui donnent des résultats précis. Donc on a déjà le laboratoire qui est là et on a les ingrédients du laboratoire. On a tous les instruments qui nous permettent aujourd'hui à ce que les femmes puissent être les éléments déterminants de notre économie. Maintenant, il faudrait alimenter tout ça à travers une situation réelle où on conçoit une politique ou des stratégies pour dire voici maintenant notre orientation, c'est avec les femmes. Si un pays d'Afrique réussit à mettre en place un plan économique de développement en mettant en place sur le pivot, je veux dire, ce que les femmes veulent, le pays se développe. Je vais vous arrêter parce que j'ai une autre chose que je voudrais vous demander. Quand on parle du développement du continent africain aujourd'hui, les femmes sont des actrices à part entière de ce développement et même des actrices très méritantes du développement du continent africain. Mais vu de l'extérieur, vu de certains partenaires, et je ne vais pas citer le président français puisque c'est de lui qu'il s'agit, on considère que la natalité des femmes africaines, leur fécondité, est un problème. Parce que même si on développe et que la démographie dépasse la démographie dépasse le développement, on ne tire pas tous les avantages liés à cela. Et donc, du coup, les femmes qui étaient considérées comme des actrices à part entière sont considérées comme des problèmes puisque c'est à cause des enfants qu'elles font que les pays, visiblement, n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu sur le terrain du développement. Quelle est votre lecture de cette situation? Malheureusement, je n'ai pas un grand avis par rapport à cette question parce que je ne l'ai jamais étudiée. Je ne me suis jamais penché sur cette question de démographie et utilité économique. Mais au moins, je peux vous partager deux faits. Nos grands-parents avaient beaucoup d'enfants et les stratégies étaient montées pour que les enfants puissent assurer des travaux, puissent développer leurs capacités et ça marchait très bien. Maintenant, c'est le contraire. Dans les familles nombreuses, il est difficile de voir les enfants exceller. Mais est-ce que c'est uniquement cette relation démographie-économie qui fait dire que voici la situation que nous vivons, c'est pas bon? Pour le président français, encore une fois, les dividendes liés à la croissance économique sont mangés directement par la démographie qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus gourmande que les résultats obtenus sur le terrain économique. Oui, c'est ce que les spécialistes soutiennent également en Afrique. Mais comme j'ai dit, je n'ai pas étudié de façon pratique cette question, mais je veux limiter uniquement sur ces deux constats. Je sais qu'aujourd'hui, on peut imaginer que si on est une famille nombreuse, on a du mal à subvenir à nos besoins. Mais à l'époque de nos grands-parents, être une famille nombreuse était une bénédiction parce que ça permettait à la famille d'instaurer de solides activités économiques et ces familles en général réussissaient assez rapidement. Maintenant, est-ce qu'on doit rester uniquement sur cette partie démographie économique pour en tirer des conclusions? Il me semble que non, il faut aller beaucoup plus loin pour étudier la question, pour voir qu'est-ce qu'il faut définir comme stratégie. Par ailleurs, sur le terrain de la jeunesse, c'est le prolongement de la démographie. On remarque aujourd'hui que beaucoup de jeunes sont prêts à vendre leurs actifs, même ceux de toute la famille, pour traverser le désert du Sahara, traverser la Méditerranée et aller tenter l'aventure de l'immigration à l'extérieur, parce que pour eux, il n'y a aucune opportunité de réussite en matière d'affaires sur le continent africain. Il n'y a même aucune opportunité de réussite tout court. Pourquoi, selon vous, on en arrive à ce stade-là où la jeunesse, qui est considérée comme le plus grand espoir des pays africains, se détourne de son pays, se détourne de cet espoir placé en lui pour aller chercher sa chance, tenter sa chance ailleurs? Mon frère, toi et moi, on s'est connus en France. Oui. Tu as fait ton parcours là-bas. Oui. Pareil pour moi. C'est là-bas où je me suis installé et cela m'a permis aujourd'hui d'investir en Afrique. Donc,
tu as bien su détecter ce que cet environnement apporte pour la personne, le bien-être, l'accompagnement, la consécration et la possibilité de vivre en toute équité. Et ça, c'est important pour le jeune africain qui rêve d'avoir les mêmes conditions de vie. Et dans ce livre, Lettre à la jeunesse africaine, par exemple, j'essaie d'expliquer pourquoi l'avenir d'un jeune américain est clair et nous, pourquoi l'espoir d'un jeune est sombre. Cela veut dire, est-ce que les jeunes ne se mettent pas cette situation dans la tête? La France s'occupe bien de ses enfants, même les enfants qui viennent de l'étranger. Les États-Unis, pareil. La Chine, pareil. La Russie, pareil. L'Espagne, pareil. Dans mon pays, j'ai l'impression que l'État n'investit pas sur moi. Dans mon pays, j'ai l'impression qu'il n'y a que des déclarations d'intention et des discours. Dans mon pays, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont diplômées, qui n'arrivent pas à trouver du travail. Dans mon pays, j'ai vu des femmes se battre. Tous les jours, on ne voit pas l'amélioration de leurs conditions de vie. Moi aussi, je vais prendre le chemin, même si c'est illégal, pour réussir ma vie. Maintenant, moi, je suis quelqu'un qui ne condamne jamais l'immigration. On ne peut pas la condamner. Moi, personnellement, non. Parce que tout simplement, j'ai pris sur mon parcours, et c'est un fait réel, j'ai fait l'étranger pour approfondir mes connaissances dans l'enseignement supérieur. Et une fois terminé mes études, j'ai créé une boîte. Donc l'extérieur m'a donné la possibilité de m'affirmer. C'est vrai que le Sénégal y a joué un apport conséquent parce que être sénégalais veut dire, quand tu pars à l'étranger, ce que tu avais au Sénégal, tu l'amplifies à plusieurs milliers. Donc, ce qui veut dire que j'avais une base déjà avant d'aller là-bas. Maintenant, revenons à la question, le jeune qui se lève le matin, il est diplômé. Il n'a pas 50 francs pour s'assurer d'un bon petit déjeuner. Il n'a pas la possibilité de payer son transport. Ses parents ont des moyens limités. Il n'a pas un avenir radieux. Il peut tenter de partir à l'étranger, quel que soit ce que ça coûte. Donc moi, je ne peux pas du tout les juger parce que je ne suis pas dans ce cas de figure. Mon cas est beaucoup plus intéressant en termes de vie. Il ne s'agit pas de juger. Il s'agit de constater que les jeunes sont prêts à payer, y compris le prix de la vie, pour tenter une aventure incertaine, juste parce qu'ils ont l'espoir que ça se passera mieux de l'autre côté. Mais donc, c'est là où nos autorités doivent mieux réfléchir sur la situation de la jeunesse et arrêter ce qu'on fait depuis 1960 qui ne donne pas d'impact et de régler les véritables questions qui se posent quand on parle des jeunes. Exemple qu'on peut tirer de notre émission aujourd'hui, j'ai dit que les femmes, quand on analyse leur histoire, leur parcours, leurs entreprises, on a l'impression d'avoir une mine d'or inexploitée. Qu'est-ce qui empêche nos autorités en charge de l'enseignement supérieur de concevoir des programmes éducatifs dès le bas âge en essayant d'inciter les enfants à comprendre l'écosystème des femmes et que les programmes sont orientés de sorte que l'enfant peut imaginer arroser un jardin, l'enfant peut aider sa maman à confectionner une tenue, l'enfant peut aider à vendre un produit. Au niveau de l'université, la même chose pratiquement, on peut concevoir des programmes pédagogiques où la base, où les fondamentaux de ce qui est enseigné de façon pratique est tiré des produits des femmes. Une femme qui a réussi à fabriquer son huile, une université peut l'étudier pour l'améliorer et ensuite pour vendre cette huile. Mais si on fait une hypertrophie en mettant les femmes beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont, est-ce que ça ne va pas écraser les autres catégories sociales? Je pense aux hommes et aux jeunes. Mon frère, qu'on se dise la vérité, en Afrique, depuis 1960, de façon générale, les hommes ont dirigé. Quels résultats avons-nous aujourd'hui? De façon concrète, on a quoi? Mais c'est pas parce que les hommes sont mauvais que les femmes seront forcément meilleures. Mais moi, je donne mon avis. Essayons les femmes pour voir. Comme depuis 1960, on tourne en boucle. Depuis 1960, il y a des efforts qui ont été faits. Mais depuis 1960, on a les mêmes programmes éducatifs. Depuis 1960, on a les mêmes orientations en matière de développement. Depuis 1960, on a les mêmes conceptions. Depuis 1960, on ne fait qu'oublier notre histoire, notre identité, notre culture. Depuis 1960, on n'étudie pas nos opportunités. Mais ce sont les autres qui étudient et qui font de ces opportunités des créations de business. Donc aujourd'hui, rien n'empêche d'utiliser 3 catégories de profils. Les femmes, comme nous l'avons cité tout à l'heure, les jeunes du secteur informel et les artisans, parce que les 3 couches constituent le fer de lance de notre économie en Afrique.
Oui, et ce que vous dites est d'autant plus intéressant que aujourd'hui, quand on prend les chiffres macroéconomiques qui font qu'aujourd'hui nos États taxent énormément les producteurs, les actifs, c'est qu'il y en a très peu qui sont enrôlés et qui sont reconnus par l'État. Les caisses de sécurité sociale, les assurances ne connaissent pas tout le monde. Et donc le peu qui produit de la richesse est hyper taxé et donc finit par baisser les bras parce qu'il ne peut pas supporter toutes ces taxes-là et continuer son activité. Comment on fait pour que le secteur informel, qui est majoritaire, et le secteur formel, qui est minoritaire, contribuent à égalité de chances à la croissance de nos économies? Alors, pour répondre à cette question, je vais prendre un exemple pratique. Une personne achète sa moto à crédit à 1 million. Chaque jour, la personne doit payer 2000 francs à la banque ou à la structure qui a financé la moto. Imaginons la personne arrive à faire 3500 en moyenne par jour. Elle verse 2000 à la structure. Il lui reste 1500 francs. Il continue son chemin. Plus tard, il peut avoir la possibilité d'acquérir une deuxième moto. Mais cette personne n'est pas couverte, n'est pas assurée. En cas de risque, le problème s'aggrave. Je suis conscient de cet état de fait. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, et c'est une réalité que nous vivons aujourd'hui, si cette personne, l'État lui demande de s'inscrire, l'État lui prend déjà de l'argent. Et le jeune n'est pas capable de dire, l'argent que l'État m'a pris, je ne vois pas son impact dans ma vie. L'État peut lui dire, viens cotiser pour ta retraite. Comme il ne le voit pas tout de suite, comme on a été formé pour avoir des effets immédiats, le jeune peut ne pas adhérer à la souscription. Si l'État lui dit, comme tu as fait 1500 par jour, il faut que j'en prélève 20%, le jeune peut dire, non, ma moto, c'est moi qui l'ai achetée, personne ne m'a aidé et j'en viens. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Au lieu d'inciter les personnes à formaliser leurs activités, on met en place des mesures incitatives. L'exemple que j'ai pris, on peut imaginer au Togo, on fait une phase pilote en essayant d'enrôler 1000 personnes qui conduisent les motos. On leur dit, première année, venez vous identifier pour qu'on sache que vous existez déjà. Il faudrait qu'on essaye de formaliser Vous savez toute la méfiance qui Non, il n'y a pas de problème, mais au moins, on en prend 1000. Oui. Les 1000 qu'on souhaite choisir, peut-être 500 vont accepter de jouer le jeu. Venez vous inscrire. En vous inscrivant, on peut décliner un avantage. Un avantage, c'est que tous les mois, tu as un bilan de santé gratuit. Maintenant, imagine-toi, sur l'échantillon représentatif, il y a des personnes qui ont eu des impacts par rapport à cette première mesure. Les autres peuvent y adhérer plus tard. Deuxième proposition. Au lieu de demander aux jeunes de payer tout de suite une taxe, on peut imaginer à la deuxième année d'évaluer ce que les personnes gagnent. Toi, tu gagnes 1500 par jour. Si tu gagnes 1500, tu ne payes pas d'impôt. Maintenant, tu es calé sur après 1500. Maintenant, si tu fais 2000, on paye sur le différentiel. C'est-à-dire, si tu fais 2000, on récupère les 500, on taxe sur les 500 la deuxième année. La troisième année, on peut dire maintenant, écoute, tu es bien assis, tu fais du chiffre, et on peut imaginer te protéger. Maintenant, pour te protéger, tu cotises ça, et nous, État, on cotise ça. Une fois que la stratégie... Mais là, c'est peut-être grâce à la digitalisation que l'on y arrivera. Oui, la digitalisation est un outil là-dessus. C'est un outil qui va permettre de favoriser ce travail. Et pour y aller, ce n'est pas très compliqué. Tu me permets juste de conclure là-dessus, pour aller à la digitalisation qui constitue un support pour moi. Parce qu'il nous reste à peine 3 minutes. Il n'y a pas de problème. Oui. Mais aujourd'hui, si on arrive à faire comprendre à l'individu, tu ne perds pas, tu y gagnes. Dans la phase pratique, l'individu peut adhérer. Première année, je m'inscris. Deuxième année, je paye en fonction de mon différentiel. Je gagnais 1500, on ne peut pas me taxer si je gagne 1500. Troisième année, on réactualise la situation, on te couvre. Mais petit à petit, si la personne réfléchit bien par rapport aux différentes étapes, elle peut souscrire. Et d'autres personnes vont venir. Et petit à petit, ça va faire l'effet de masse dont on recherche. Maintenant, la conclusion qu'il faut retenir par rapport à ce schéma. L'État les identifie parce que les personnes sont inscrites à travers un fichier. Autre chose, l'État peut élaborer une politique à travers les données à sa disposition. L'État
reçoit un tout petit peu d'argent, il y a un manque à gagner, c'est pas grave, mais si les personnes sont dans le secteur informel, l'État n'y touche pas. Mais le secteur des assurances également, vous savez que dès la première année, les motos sont assurées, mais une fois que la première année est terminée, on ne les voit plus. Et l'assurance aujourd'hui est un outil de développement économique. Ce que les sociétés d'assurance épargnent, c'est l'argent que l'État va utiliser dans ses développements économiques. Notre temps est presque arrivé à son terme, mais je voudrais rappeler deux choses. La première, c'est que tant que l'État propose simplement, ça ne marche pas toujours. On a vu par exemple au niveau des assurances, je prends l'exemple des motos ici, qu'on appelle les M, les émissions. Il est arrivé que des assureurs leur proposent des formules qui leur permettraient d'être assurés, y compris en cas d'accident, et de ne pas avoir à débourser de l'argent en cas de problème. Mais cela ne leur a pas convenu. Il y a eu des rencontres entre les assureurs et les syndicats, entre les motocyclistes, mais malheureusement, cela n'a pas produit de résultats. Aujourd'hui, avec le digital, on peut le faire parce que les courses sont systématiquement comptabilisées. Vous avez Gozem ou peu importe le système que vous utilisez, mais une fois que vous l'utilisez, on peut savoir combien de courses vous avez faites et combien on vous a payé pour les courses. Là, on peut faire un contrôle. Et c'est peut-être par là qu'il faudrait aujourd'hui procéder pour que ces jeunes qui sont obligés de s'auto-employer et de le faire à travers les plateformes digitales, arrivent eux aussi à bénéficier de la protection sociale, à bénéficier de l'assistance et du matelas de l'État. Mais cher lui, je suis d'accord avec toi, ce qui veut dire que l'État a tous les ingrédients pour mener une bonne politique pour améliorer le système informel. Mais ça me permet de dire quelque chose aussi qui me touche beaucoup. J'ai un ami qui est assureur, qui dirige une grande boîte d'assurance, qui est en train d'écrire un ouvrage pour mieux expliquer ces termes, pour mettre en place un contenu. Oui, mais franchement, tout ce que tu dis, on retrouve dans son livre. Parce qu'il m'arrive régulièrement de faire des entretiens avec lui, d'échanger avec lui. Il me parle de sa motivation, mais on dirait que c'est la même personne qui est en face de moi qui parle. Et j'ai compris finalement à travers ces explications, souvent les personnes sont réticentes parce qu'elles ne comprennent pas. Souvent les personnes sont réticentes parce qu'on les a influencées. Maintenant, le fait qu'ils proposent un ouvrage, un contenu pédagogique qui permet de comprendre les tenants et les aboutissants, les avantages que peut procurer de telles assurances, pour moi, c'est magnifique, c'est fantastique, c'est merveilleux. Mais là, vous vous projetez beaucoup trop loin. Généralement, la fin de journée, c'est l'horizon de beaucoup de motocyclistes. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, vous aurez beau lui expliquer que s'il épargne 500 sur les 5000 qu'il a obtenus, ce sera dans son intérêt. Non, pour lui, ça résout une vraie équation sur le champ. Donc, tant qu'on ne pourra pas élargir l'horizon au-delà de la journée ou du mois, on aura beaucoup de mal à convaincre ces acteurs-là de cotiser. Oui, mais je suis d'accord. Et là, qu'il s'agisse de l'État ou d'un assureur privé, l'attitude des M sera à peu près la même. Hein? Oui, je suis totalement d'accord. Je pense que les gens qui mènent les réflexions vont aborder dans le même sens que toi. Hein. Ce n'est pas uniquement l'effet journalier. L'effet journalier, on se base là-dessus parce que c'est ce que nous avons. Maintenant, à nous, intellectuels, de nous dire, comme on a un effet journalier, comment mutualiser nos capacités de sorte que l'effet journalier se produit sur un autre effet, mensuel, trimestriel, et ainsi de suite. Je pense que c'est de cette façon-là que les personnes habilitées y réfléchissent pour apporter de vraies réponses. Cette semaine, le président togolais était à l'OCDE pour un forum sur l'économie africaine et il a estimé que malgré les nuages qui s'accumulent à la fois en termes de pollution et d'horizon pour les économies africaines, il a de l'espoir pour les pays africains. Est-ce que vous partagez cet enthousiasme et cet optimisme? Lui, je vais dire quelque chose aujourd'hui que je pense profondément, je ne l'ai jamais partagé au Togo. En général, quand on parle de moi, on dit que je suis très critique vis-à-vis des chefs d'État. En général, quand on parle de moi, on dit que je suis quelqu'un qui fustige les politiques, mais au moins je propose. Quand on parle de moi, on estime que j'ai étudié la question, je propose des solutions. Mais permets-moi de faire focus sur le président togolais. J'ai pris le temps, pendant 3 ans, de lire ses discours à travers Internet, de l'écouter. Il parle peu. Oui, il parle peu, mais de l'écouter. Et c'est une bonne chose. J'ai eu l'impression que c'est un gars qui est dans son palais, mais qui connaît tout son pays et qui connaît l'Afrique et qui prône en matière de paix comment on doit se mobiliser pour que l'Afrique soit stable. Et il fait des actions réelles. Quand plusieurs chefs d'État se mobilisent pour être contre un pays, il n'est pas forcément dans la mouvance, mais il étudie bien la question. Il essaie d'être la personne qui constitue le trait d'union pour régler le problème. En plus,
d'année en année, il ouvre son pays à d'autres initiatives et il mobilise des ressources précises pour mettre en place des petits projets pour les jeunes, pour les femmes. Vous n'avez pas atteint le même niveau que le Sénégal, ce n'est pas possible pour le moment, ni la Côte d'Ivoire, ni le Ghana, ni le Nigeria. Mais au moins, votre départ, ce que vous avez conçu aujourd'hui, et là où vous voulez y aller, même s'il y a énormément d'efforts à fournir, au moins je peux reconnaître qu'il y a quand même des choses qui ont été faites et ça va. Maintenant, là où il faut pointer le doigt accusateur, c'est comment mobiliser les acteurs qui y travaillent en leur disant voici les résultats que le président souhaite avoir, voici ce que la PM veut, voici ce que l'État veut, voici ce que le pays veut, voici ce que les acteurs, y compris les cibles, veulent. On se mobilise tous, on y arrive. Et surtout, en changeant la méthodologie. Mais en tout cas, si je parle du président de la République, en tout cas par rapport à ces 3 dernières années, je peux estimer quand même qu'il fait beaucoup d'efforts et j'apprécie ce qu'il fait. Moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. S'il fait autre chose, je le respecte en tant que président, je dois respecter l'institution, mais j'ai un moyen d'expliquer d'une autre façon avec les constats précis. Mais pour le moment, j'estime qu'il fait du bon travail, mais il y a des failles sur lesquelles son gouvernement y travaille pour apporter les meilleures réponses. Ça, je le sais. Donc, on conclut que Ibrahima Théolam est très optimiste, aussi optimiste que le président. C'est ce que je voulais dire. À la fois pour le Togo et pour le continent africain. C'est ce que je voulais dire à travers mes mots. J'ai été long, mais c'était pour dire je suis convaincu. Maintenant, cela n'empêche pas de dénoncer ce qui se passe en Afrique de façon générale quand on parle de nos autorités, les choix qui sont faits, qui sont inadaptés à nos contextes, les politiques qui sont implémentées, qui sont aux réalités quotidiennes, les intellectuels qui nous proposent des schémas occidentaux. Or, on a besoin d'un ancrage local. L'école qui fait la promotion de plusieurs diplômés qui ne trouvent même pas la possibilité d'avoir un stage. Les jeunes à qui on a proposé un avenir meilleur ne voient jamais ça. Mais toutes ces problématiques sont toujours là. Mais comme il y travaille pour apporter des solutions, même s'il est à 3%, 4%, 5%, je ne peux qu'apprécier pour le moment. Et si j'ai une contribution à apporter, c'est de lui prêter mes forces, de lui dire on y va ensemble mon gars. Et puis vous avez un président mignon quand même qu'on ne le veuille pas, même s'il ne parle pas beaucoup. C'est un président mignon, c'est un gars, c'est un gentleman quoi. Moi je l'apprécie beaucoup en tout cas. Je n'ai jamais parlé de lui, c'est la première fois que je parle de lui en citant son identité. Mais il ne me connaît pas, je ne le connais pas, mais je suis admiratif de son leadership pour l'Afrique. Pourquoi je le dis? Les personnes qui me côtoient le savent très bien. Quand on touche à un pays africain, tout se passe comme si on m'arrache mon cœur. Par exemple, ce qui se passe au Niger, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso, ce sont des situations que je déplore. Oui, moi, je suis entrepreneur là-bas, j'ai perdu mes activités. Ce sont des situations que je déplore. Mais quand j'ai entendu la CEDEAO dire on y va pour les massacrer, mais comment on peut massacrer des Africains en Afrique? Si on doit les massacrer, moi en tout cas, ma main, elle est là. Je me mets à leur côté, on va me massacrer également. Mais je crois que la question n'était pas de massacrer, c'était de rétablir l'ordre constitutionnel. On ne peut pas rétablir, en écrasant. mon cher frère. Ce sera l'objet d'une autre émission, parce que l'idée pour nous, c'était de partager l'analyse sur la situation des jeunes et des femmes dans nos pays d'Afrique francophone. Nous avons pris l'exemple du Togo. Je suis content de savoir que le président a à la fois votre satisfaction et vos encouragements. J'espère que nous arriverons finalement à bâtir une grande Afrique, pas que francophone, mais une grande Afrique qui arrivera à prendre ses marques et à être respectée sur la scène internationale. J'ai espoir, j'y travaille et j'invite les autres communautés à y travailler parce que l'Afrique est un continent merveilleux avec des possibilités énormes en matière de création de valeur, avec des personnes très ambitieuses. Si on met tout ça dans un cocktail, on peut trouver des lendemains meilleurs. J'y crois, j'y participe. Merci beaucoup Ibrahima Théolam et merci à vous d'avoir regardé cette émission jusqu'à son terme. À la semaine prochaine pour un autre numéro de Let's Talk. À bientôt.